et bienvenue dans le direct. Tout de suite, retrouvez Damien Ardois pour le JT Sport. Il vous parlera ce soir de football, de basket et de cyclisme. Il recevra le RCSA, un club de cyclisme de Saint-André. À 19h30, nous nous retrouverons pour le journal. Nous parlerons des travaux de la gare de Troyes, du projet de la communauté de communes des Portes du Pays d'Hôte, un projet baptisé le Vert Ensemble, et de l'atelier Halloween qui a eu lieu samedi à la Maison de la Science de Sainte-Savine. À 19h50, ce sera le Miroir des Sports, toujours présenté par Damien Ardois. Il recevra Carlos Lopez, ancien entraîneur de l'Attaque. Et quant à nous, on se retrouve à 19h30 pour le journal. Bonsoir, bienvenue dans le journal des sports. Pour garder un jargon sportif, le remplaçant est de sortie ce soir. David Mutel est forfait. Rassurez-vous, rien de grave. Cela ne nous empêche pas de voir ce qui fait l'actualité sportive dans le département. On regarde au sommaire du journal le 6e tour de la Coupe de France de football. Les Stacks recevaient Reims, on voit les images. La chapelle Saint-Luc se déplaçait à Charleville. Saint-Julien-les-Villas défiait à la Sainte-Anne de Reims. Nous verrons ce qu'ont fait les clubs aubois. Nous parlerons basket aussi avec le club de Saint-André, le BCSA qui recevait le leader Grande-Sainte samedi soir. Mission difficile pour les joueurs d'Olivier Perrin. Et puis gros plan sur l'ouverture de la saison de cross-country. La première course de l'automne s'est tenue hier matin à Saint-Lié. Franck Paris, vous allez le voir, a été impérial. Et puis n'oublions pas notre club invité, il s'agit ce soir du RCSA Cyclisme, coprésident, coureur ou dirigeant, ils sont sur le plateau du JT Sport. Ouvrons donc ce journal des sports par le 6e tour de la Coupe de France de football. En tête d'affiche, les Stacks qui recevaient Reims, un match entre deux équipes de nationales disputé hier après-midi au Stade de l'Aube. Les joueurs de Patrick Rémy avaient une revanche à prendre face aux Marnais. Au coup d'envoi, le Stade de Reims était en effet la seule équipe à avoir battu les Stacks cette saison et la revanche a été prise. On regarde tout de suite le résumé du match. À part une occasion du Troyen Jérôme Lafourcade après 1 minute 30 de jeu, puis ce face-à-face mal négocié par Abdès Akouzar, rares ont été les situations intéressantes dans la première mi-temps de ce derby de la Champagne. Les joueurs de Patrick Rémy ont eu bien du mal à bousculer le bloc rémois. Il y a eu une première mi-temps où on n'était pas bien en place parce que Reims nous a un petit peu surpris par son organisation et on s'est difficilement adapté, mais bon, on s'en sort, on se crée quand même des occasions. Reims n'en a pas eu dans la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a rectifié un petit peu le tir. Tout ou presque finalement s'est joué au retour des vestiaires. L'entrée de Claudio Beauvu et le retour à un schéma tactique classique permettent aux Troyens de trouver des solutions. Les Bleus et Alan Mermillot se font tout de même surprendre par la reprise soudaine de Cédric Fauré. 1-0 pour Reims. L'avantage ne tient que quelques instants. Le temps pour Mounir Obadi de voir son centre contré et repris de la tête par Jérôme Lafourcade. Un but qui a le don de booster les Aubois. C'est vrai que ce but un peu surprise, je pense que nous a piqué au vif et nous a réveillés. On marque quasiment dans la foulée et ça emballe un peu le match. Et puis ça nous permet, je pense, de nous mettre un peu dedans parce que jusqu'à leur but, on n'était pas bien dans ce match. Tant mieux, ça nous a permis de nous réveiller. À peine 4 minutes après, Éric Marester centre pour la tête de Frédéric Vieillot. Un défenseur dévie dans son propre but. 2-1 pour les Stacks. Les Troyens mènent au score mais doivent jouer la dernière demi-heure à 10 contre 11 après l'expulsion directe de Vincent Carlier. La fin de match est typique de Coupe de France. Reims menait et campe dans la moitié de terrain troyenne. Les coéquipiers de Gaël Sens défendent et jouent habilement en contre. Ne manque que la finition pour mener 3-1, mais l'important n'est pas là. Les Stacks est qualifié. C'est des matchs de coupe, c'est le match typique de coupe qui se passe au 6e tour régional alors que ça aurait pu être au 16e de finale pour les deux équipes. Les 16e de finale, les Stacks n'y est encore pas. Le club troyen connaîtra son adversaire du 7e tour, peut-être une équipe de Ligue 2, jeudi à Paris. Les Stacks est donc qualifié aussi le RCSC, la Chapelle Saint-Luc. Les oranges et noirs se sont imposés dans les Ardennes à Charleville. 3 buts partout après le temps réglementaire. Les Chapelains se sont finalement imposés au tir au but. On y revient tout de suite avec le vice-président du RCSC, Claude Legrand. Le temps juste de vous signaler l'élimination de Saint-Julien-les-Villas. Les Sancéens qui évoluent en DHR ont perdu 4-0 samedi du côté de la Sainte-Anne de Reims.
Sainte-Anne de Reims qui joue une division au-dessus du club de Saint-Julien-les-Villas. On parle donc du RCSC La Chapelle-Saint-Luc avec Claude Legrand, forcément satisfait après cette brillante qualification des côtés des Ardennes. Tout à fait, oui. C'était avec un grand plaisir que j'avais reçu le message pour la qualification. Et pourtant, ça n'a pas été facile. Vous êtes parti à 13. Tout à fait, parce qu'on a beaucoup de blessés. On a à peu près 16 joueurs blessés en ce moment. Donc l'effectif est vraiment très réduit. Donc on a parti aussi bien avec la DH en Coupe de France que la DHR qu'avec 13 joueurs suite à toutes les blessures qu'on a en ce moment. Et c'était l'objectif de se qualifier. Alors quand on part à 13 joueurs, on n'imagine pas que l'objectif c'est de se qualifier contre un des gros de la poule, parce que le RCSC et Charleville sont dans la même poule de championnat. Tout à fait, oui. Après, la qualification, ça se fait beaucoup au mental. Après, on sait très bien qu'en partant 4-13, ça serait vraiment très compliqué. Surtout en plus dans les Ardennes, on sait toujours que c'est toujours compliqué à aller gagner là-bas. Après, je pense, vu ce que j'ai entendu, c'était le mental qui a fait beaucoup et les joueurs ont mis vraiment l'envie d'aller au bout. C'est ça qui fait la force du RCSC cette saison en Coupe de France. Oui, même un petit peu, même déjà en championnat. Même si on a une petite période difficile, pareil. En plus, on a perdu notre gardien sur une grave blessure au bout de 6 minutes de jeu à Reims-Sainte-Anne, ce qui a perturbé beaucoup le groupe. Donc, c'est aussi un petit peu pour lui qui se donne en ce moment. Dans cet esprit-là. Bon, forcément, on va parler du prochain tour, ce 7e tour. Vous espérez un gros pour se faire sortir en beauté, pourquoi pas passer un exploit, ou alors plus un petit club pour continuer l'aventure? Si on peut continuer, c'est vrai que ce serait plus facile pour nous d'aller ou d'accueillir un petit club avec l'espoir. Beaucoup plus facile normalement, entre parenthèses, parce que la coupe est toujours compliquée, mais de pouvoir passer au moins voire les 2 prochains tours, ce qui serait vraiment exceptionnel, quoi. Est-ce qu'on le rappelle, les équipes de Ligue 2 rentrent donc dans ce tour. Un petit match contre les Stacks aussi, ça a été raté lors du prochain tirage au sort. Pas grand-chose en plus. Le Stade Vijanel, il sera aux normes si vous recevez par exemple une équipe comme Strasbourg, Metz? J'ai pas eu le temps encore de me pencher un petit peu sur la question. J'ai un collègue qui est en train de regarder un petit peu tout ça, parce qu'il y a tellement de choses à gérer que là c'est un petit peu vite arrivé, quoi. On a eu qu'aujourd'hui pour se retourner, plus le travail, donc les journées sont très courtes. Et juste une dernière question, c'est plutôt handicapant de faire un bon parcours en Coupe de France pour le championnat, ou au contraire ça permet de booster l'équipe pour le reste de la saison? Après c'est l'avenir qui nous le dira, parce que le championnat ça se passe pas trop mal. Je vois l'autre week-end on a été faire 4-4 à Épernay, qui est aussi un gros club au niveau des H, et pareil avec la même volonté, parce qu'on perdait 2-0 à la mi-temps, donc ça prouve qu'avec des ressources on peut arriver à faire des belles choses. Et puis en espérant que dans les mois, dans les semaines à venir, on puisse commencer à récupérer un petit peu nos blessés et que le groupe puisse s'étoffer. Bon, ça serait bien avant la finale au Stade de France en mai prochain. Merci beaucoup Claude Legrand. Donc vous êtes vice-président du RCSC La Chapelle-Saint-Luc. Le tirage au sort, lui, du 7e tour aura lieu jeudi du côté de Paris. Je crois même que vous serez du voyage avec le président Mazzoni, le président de l'Estac. Tout à fait. On s'est appelé donc dimanche soir pour se féliciter l'un et l'autre. Et puis se donner rendez-vous jeudi pour partir à Paris ensemble. Bon, très bien. Passons au basket après le football avec la 7e journée de National 3. Messieurs, le BCSA, le Basket Club de Saint-André-les-Vergers, recevait samedi soir le leader Grande Sainte. L'occasion pour les coéquipiers d'Harry Daninte de se rapprocher du haut du classement. Malheureusement, les Dria ont souffert. Le reportage au complexe Bianchi est signé Jonathan Boisset. Sur le papier, les nordistes étaient les plus forts et ça s'est confirmé sur le terrain. Dès les premières minutes, Grande-Sainte donne le ton et inscrit 6 points d'affilée. Le BCSA manque de concentration et peine à remonter au score. De justesse, les Driades parviennent à marquer 2 paniers à 3 points, prenant ainsi l'avantage au premier quart-temps avec 23-18. À la reprise, le rouleau compresseur Ch'ti se met de nouveau en route. Le rythme des jaunes est soutenu et la défense des bleus approximative. L'équipe du BCSA est dépassée par la vitesse de jeu. À la pause, l'avantage va à Grande-Sainte, 37-41. Je préfère les matchs, que les matchs se passent différemment. Quand la finalité c'est ça.
Maintenant, bon, bah, c'est tout. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on a perdu contre plus fort que nous. On voit aussi la marge de progression qui nous reste à accomplir. Donc voilà, mais enfin bon, je pense que c'est vraiment l'équipe qui pratique le plus beau basket dans notre poule pour l'instant. Je pense que les gars, ils méritent vraiment leur victoire. Ils ont été plus agressifs que nous, notamment au rebond. Ils nous ont bouffé au rebond, quoi, c'est pas normal. Donc il va falloir qu'on travaille ça. On n'a pas beaucoup d'armes là pour attaquer leur zone. Plus une zone pendant 40 minutes, quoi. On n'est pas habitué à jouer ça, quoi. Donc voilà, maintenant il faut taper ça parce que ça peut qu'on... Il y a des équipes maintenant, voyant qu'on a du mal à attaquer les zones, ça peut qu'ils fassent maintenant des zones contre nous. Donc si on ne travaille pas ça, ça va être très dur de passer. Mais le BCSA reprend des couleurs durant le 3e quart-temps. Bokolo parvient à l'égalisation. Les équipes se rendent coup pour coup, mais les nordistes maintiennent l'avantage à la fin de la période. L'écart est serré, 55-57. Devant leur public, les Dryades se ressaisissent et égalisent à 62 points. 4 minutes avant le coup de sifflet final, l'issue du match est encore incertaine. Mais Grande-Synthe prouve une fois de plus sa supériorité de jeu et remonte rapidement au score, terminant le match 66 contre 74. Les nordistes confirment ainsi leur première place au classement de National 3, tandis que Saint-André devra se battre pour rester en haut de tableau. Et Saint-André, les Vergers qui s'inclinent donc face au leader incontesté au classement. Les Dryades sont tout de même sur le podium. Le BCSA est 3e à 2 unités du premier. Grande-Synthe, Ouascal ferme la marche avec 7 petits points. En National 2 féminine, Sainte-Savine Basket recevait également le leader pour le compte de la 8e journée. Et les filles de Ludovic Lettenay, comme Saint-André, se sont inclinées face au leader. Elles ont perdu 75-64 face à Ouascal. Guess-Polsheim a corrigé Hainaut. Aubervilliers s'est aussi imposé à l'extérieur. Au classement, Sainte-Savine glisse à la 10e place, à 5 points de Ouascal. Les nordistes survolent le championnat avec 8 matchs et 8 victoires. Les Messines sont loin derrière. Le handball, lui, observait une mini-trêve ce week-end. Pas de match donc, mais l'occasion pour nous de nous intéresser à l'une des recrues estivales du club de Sainte-Maure 3. L'équipe qui évolue en National 2 a de grandes ambitions. Et pour cela, elle peut compter sur Anca Georgiou, un pivot de 22 ans, une jeune Roumaine qui a fait le déplacement en France pour jouer au handball. Mais elle a aussi intégré l'UT pour ses études. Portrait David Mutel. Plombés par un début de saison catastrophique et dû en grande partie à de nombreuses blessures, les Morasso-Troyennes ont vite fait appel à leur filière roumaine pour obtenir la perle rare en la personne d'Anca Georgiou, jeune pivot de 22 ans. Un transfert presque effectué en catastrophe et qui a donc contraint la jeune fille à quitter ses proches dans l'urgence. J'ai pensé beaucoup à toute ma famille. Ils m'ont dit d'avoir pas peur et bon courage, toutes ces choses. Tout le monde a été très gentil. Je lui remercie. Heureusement, Anca ne tombait pas dans l'inconnu à Sainte-Maure puisque l'autre Roumaine du club, Laura Drutu, l'assiste au quotidien. Je l'aide un peu, je le laisse pour se débrouiller toute seule, mais si elle a besoin, je l'aide. Une aide importante pour la nouvelle joueuse Morasso-Troyenne qui peut aussi bénéficier de l'aide de ses partenaires au quotidien. De son côté, Anca fait elle aussi des efforts en essayant de s'intégrer du mieux qu'elle peut. Pour son premier match à domicile contre Épinal, elle a apporté aussi son écho à la victoire. Elle a eu des bons ballons à 6 mètres, elle a fait beaucoup de travail pour ses partenaires, elle a défendu un poste qui n'est pas le sien. Bon, on a quand même, elle a su condamner quand même le côté gauche qui était le plus dangereux avec Wolf. L'ailière gauche, elle l'a complètement étouffé, donc a confirmé et elle continue à travailler dans le sens qu'elle est en train de faire actuellement. Sportivement et socialement, la greffe a donc bien pris. Anca Georgiou s'est bien intégré. La Roumanie est désormais une place forte à Sainte-Maure. Quoi de mieux qu'un temps de Toussaint pour lancer la saison de cross-country? Les spécialistes de la discipline se sont donné rendez-vous hier à Saint-Lié. Au menu, un parcours très roulant, notamment apprécié par Franck Parise. Le coureur d'Aix-en-Othe a survolé la course. Il a profité de l'absence de quelques leaders pour s'imposer facilement. Reportage Jonathan Boisset. C'est désormais une tradition. Chaque année, les athlètes au bois se retrouvent au Cross de l'Espérance pour ouvrir la saison hivernale. Mais cette année, le parcours mis en place par le MELDA comportait quelques surprises.
Des bottes de foin et des troncs d'arbres ont été disposés sur le parcours pour casser sa monotonie. Et malgré la date, plusieurs centaines de coureurs ont fait le déplacement, ce qui satisfait l'organisation. Aujourd'hui, ça a été. 1er novembre, ce n'est pas une date judicieuse, on n'avait pas le choix. Mais quand même, on en parlait avec Franck, les meilleurs représentants du département sont ici. Chez les hommes, chez les dames, non. Il manquait Julie, Muriel. Autrement, toutes les autres étaient là. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Le circuit est apparemment plaisant, les gens ne s'en plaignent pas. C'est un début de saison. Bon, il faut espérer que dans les jeunes pousses, qui sont nombreuses, aura de futurs champions. Pourquoi pas, il faut les garder, il faut les fidéliser. Chez les femmes, c'est Cathy Fricher qui s'est facilement imposée, faute de concurrence. Même chose chez les hommes, Franck Parise a dominé la course tout au long des 7 tours, soit 8 km. C'est vrai que je suis assez satisfait de la course, mais honnêtement, ça manque cruellement de concurrence quand même. C'est vrai que les pelotons sont pas trop denses, malheureusement, pour les crosses. À la fin du premier tour, j'ai décidé d'imprimer un rythme plus élevé, de faire la différence, puis après, j'irai pas tranquillement, mais sereinement les 2 derniers tours. Bonne sensation, bonne sensation. Il y a eu un départ très lent, et puis Franck est parti tout seul devant, donc je savais les possibilités de Franck. Donc moi, je suis resté en attente derrière, et avec le coureur de Lussac, j'allais pas faire les efforts pour revenir sur mon collègue. Donc j'ai attendu les derniers 400 mètres parce que je me sens assez frais au sprint, donc puis ça s'est bien passé sur la fin. Prochain rendez-vous départemental pour les athlètes, le challenge triché. La date est fixée au 11 novembre à Romilly-sur-Seine. Passons aux invités de ce journal des sports. Ils sont 5 du RCSA Cyclisme sur le plateau. Gérard Balourdet et James Martin, les 2 coprésidents. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Patrick Maucry, l'un des dirigeants du club. Bonsoir. Et puis également 2 coureurs, de jeunes coureurs, Romain Bouvier et Aude Vaudoir. Bonsoir à tous les 2. Bonsoir. Pour commencer, petite présentation chiffrée peut-être du club avec James, président emblématique de ce club. Déjà, c'est pas un dirigeant. Patrick, il est encore coureur et un excellent coureur. Excellent coureur en plus. Excellent coureur. Donc le club, c'est 60 licenciés, répartis dans 3 affiliations, FFC, FSGT et UFOLEP. Malheureusement, l'année prochaine, on n'aura plus l'affiliation FFC parce qu'on est très peu dans cette section. Le club, c'est une bonne équipe de dirigeants qui aiment la convivialité et la fraternité. On met un point sur l'excellente tenue sportive de nos coureurs. Jamais de problème avec eux. On a obtenu cette année le challenge du Conseil général 2009 pour les clubs cyclistes. On va rentrer dans les détails, James. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans les détails tout simplement avec nos interlocuteurs de ce soir. Peut-être pour commencer avec Gérard. Dans la hiérarchie des clubs aubois, il y a des gros clubs, on cite l'UVO souvent par exemple. Comment on situe le club du RCSA ? Évidemment, nous, on a une plus petite structure, donc évidemment qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de l'élite. Nous, on est plus dans l'amateurisme, quoi. Et toutes les disciplines donc sont représentées quand même. On essaye de. Gérard. Oui. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut laisser la place à ces clubs-là qui veulent faire de l'élite. Donc, il faut quand même un encadrement pour pouvoir le faire. Donc. Et James, donc les maîtres mots du club, c'est plus convivialité. Il y a la compétition, il y a le côté compétition, mais pas que ça, c'est ça ? Oui. Mais il faut quand même souligner que cette année, dans les rangs pro, on avait 2 licenciés qui avaient commencé au RC Saint-André Cyclisme. C'est Magali Mocry, qui est pro féminine, et Cédric Pinault, qui est pro, qui a été pro chez AG2R. Et qui pour encadrer finalement, on parlait tout à l'heure donc de Patrick qui est plus coureur que dirigeant, et vous encadrez quand même un petit peu tous ces jeunes coureurs. Oui, j'essaye de donner des conseils aux plus jeunes, avec l'expérience que j'ai pu accumuler au cours de ces 20 ans de compétition, parce que finalement j'ai commencé assez tard aussi. Mais il y a quand même des titres qui sont derrière vous, on peut en citer quelques-uns. Oui, c'est des titres nationaux en FSGT ou dans les finances, en sur-route, voire même en cyclocross. Donc j'aime bien toutes les disciplines en fait. Et ça permet donc aux plus jeunes du club Voilà, j'essaie de leur donner des conseils suite à ce que j'ai vécu depuis une vingtaine d'années. Donc il y a le côté compétition qui est aussi important. Peut-être avec Romain, pour commencer. Romain, un titre la saison dernière, des titres importants ? Oui, champion de l'Aube. Champion de l'Aube en quelle catégorie ? En cadet. En cadet.
Et puis ensuite, j'ai fait 3e au championnat de France. Donc c'est plutôt intéressant, James, d'avoir un coureur comme Romain. En plus, c'est aussi sa qualité, c'est quand même son bien-être sur le vélo et tout ça. Et puis il écoute vraiment Patrick, qui est son mentor quand même, hein, avec un qui est dans la salle également, Mario Marcelo, hein, qui est un fidèle du club et qui l'entraîne également. Et il y a toujours la volonté quand même, Romain, de rester au club. On en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément évident de rester dans un club pour progresser comme ça. Si, ouais, je vais rester. Hein. Tout le monde est rassuré autour de la table. Donc il y a Romain, il y a aussi Aude pour représenter la section féminine. C'est aussi important, ça, Gérard, cette section féminine dans... La section féminine, oui, tout à fait. Pourquoi c'est important aussi de diversifier cette... C'est quand même bien d'avoir un petit peu du cyclisme féminin quand même. Malheureusement, il n'y a quand même pas beaucoup de licenciés quand même au niveau des féminines. James, combien de féminines au club? Au club, on en a surtout un dirigeant. Et on en avait 2, là maintenant on n'a plus qu'une actuellement, mais enfin on espère recruter un petit peu. Comment Aude a des titres de champion départemental sur route et contre la montre. C'est un très bon membre de notre section également. Donc Aude, double championne de l'eau, vous êtes la meilleure coureur cycliste du département, c'est ça qu'on peut conclure? Pas cette année, l'année dernière. L'année dernière, comment vous considérez ce club du RCSA Cyclisme? C'est le côté convivial? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club? C'est le côté familial, convivial, on peut compter sur tout le monde. Donc, Ça se passe comment, les entraînements, concrètement? Tout le monde se réunit en même temps, on va courir en même temps. Comment ça se passe? Moi, j'ai mon entraîneur attitré, mon père, donc... C'est plus facile dans ce cas-là. Et sinon, James, on fait comment? Oui, non. Pendant la saison hivernale, on essaye de faire des sorties club qui ne regroupent pas toujours tout le monde. C'est difficile. Et puis, pendant la saison, ils se regroupent 3 ou 4 pour faire des sorties communes, quoi. Même question qu'à Romain. Aude, l'objectif à long terme, c'est quoi? C'est de continuer dans le cyclisme et d'essayer de continuer dans ce club? Oui. Ouais, et pourquoi pas un jour pourquoi pas le Tour de France cycliste féminin? Ça, c'est un objectif. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. On rappelle votre âge. 23 ans. Alors 23 ans, c'est trop tard pour le cyclisme. Mais Patrick, vous êtes plus âgé que 23 ans et pourtant vous continuez. Qu'est-ce qui vous... J'aspire pas au Tour de France non plus. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce club, en un mot? C'est la fraternité, l'esprit famille, en fait. C'est comme une deuxième famille, on est bien, quoi, tout simplement. Et quel est votre regard sur le monde du cyclisme aujourd'hui, qui se fait un petit peu décrier? Ça commence un peu à se réduire. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop quoi penser, hein. On entend tout et son contraire en permanence, donc essaye de ne pas trop rentrer dans les polémiques, et puis moi dessus ma ligne de conduite, qui est aussi de faire partager plaisir sur le vélo avant tout, et puis voilà, quoi. Et James, sur cette image un peu négative du cyclisme, ça commence à changer doucement, mais... Oui, mais on espère qu'au niveau amateurisme, c'est quand même moins important, bien entendu. Nous, on ne privilégie pas les résultats, on aime bien cet esprit convivial, on aime bien tout ça et on est bien aidé par la ville de Saint-André dans cette optique, et comme nos sponsors et partenaires qui nous sont fidèles depuis des années. Donc il n'y a pas de... Vraiment, on ne leur met pas la pression pour les résultats. Allez, juste pour finir, prochaine grosse échéance pour votre club. Là, c'est un petit peu le repos, et puis ensuite... On va avoir l'organisation du cyclocross dans la zone industrielle des Chigny le dimanche 27 décembre. Et on va commencer déjà 2 organisations cyclocross. L'une à Beuret, dans une dizaine de jours. Et ensuite, dans le fief d'un de nos sponsors, à Fontette, le 2e dimanche de décembre. D'accord, donc ça sera l'occasion de voir ces maillots multicolores rouler sur les routes du département. Bonne chance donc à tous pour... cette nouvelle saison qui démarre. On va tout de même finir par ce journal des sports par une touche de cyclisme avec la saison qui est terminée. Et déjà les transferts qui se font, les mutations, c'est jusqu'à la fin novembre. Comme d'habitude, après une grosse saison, 18 victoires. L'UV Aube, on parle un peu d'un autre club. L'UV Aube voit ses meilleurs coureurs prendre le large vers des formations professionnelles ou des équipes amateurs mieux dotées financièrement. Et encore une fois, il y a donc tout à reconstruire. David Mutel fait le point sur la situation à l'UV Aube.
Une fois encore, l'intersaison risque d'être difficile pour les dirigeants de l'UV Aube cette saison. Forte de ses 18 victoires, l'équipe troyenne n'a forcément attiré une fois de plus les regards et c'est un nouveau pillage en règle qui s'est opéré dans les rangs de la formation de Michel Huet. Mathieu Simon et Alexandre Graciot se sont envolés vers Nogent-sur-Oise alors que le capitaine de route, Benjamin Cantournet, a quant à lui choisi le SCO Dijon pour la saison prochaine. La raison est bien sûr motivée par une évolution sportive mais aussi pécuniaire. Le défraiement principalement, ouais. Et puis forcément ils ont un budget plus gros donc ils font plus de déplacements parce qu'il faut savoir que ça coûte au club à chaque fois les déplacements donc c'est le nerf de la guerre, hein, même dans le vélo, quoi. Déjà régulièrement dévalisé les années précédentes par des équipes professionnelles, l'UV Aube va une nouvelle fois devoir reconstruire une bonne partie de son équipe pour la saison prochaine. Tous les ans, oui, il y a des coureurs, enfin, tous les meilleurs en général me quittent pour aller pour rejoindre des équipes, des groupes sportifs. Donc, en fait, c'est toujours intéressant parce que en fait, c'est ça le but, hein, que les coureurs passent professionnels. Et puis cette année, ouais, il y a plusieurs départs, mais bon, on aura toujours à rebâtir une équipe pour repartir l'année prochaine en D2. Le club centenaire avait heureusement un peu anticipé en recrutant malin. Romain Lejeune de la Villeneuve et Thibaut Villa, le frère de Romain, à Boulzicourt, viendront renforcer l'équipe de Michel Huet. Il se murmure même que l'ancien professionnel de Bessanchos-sur-Sojassen, Florian Morizot, serait sur le point de rejoindre la formation au maillot rouge et noir. Affaire à suivre. Voilà pour notre grande page cyclisme. Concluons ce journal par un œil sur l'agenda. Tout d'abord, la rencontre au sommet en National 3 de handball. Étac-Sarrebourg, 20h30 samedi à la salle Omnisport. Rencontre donc au sommet. Du football, le déplacement de l'Estac à Bayonne. La 15e journée de National au stade Didier Deschamps. 19h samedi. Et puis, on conclut avec du tennis de table, toujours au niveau national. La Nationale 2 féminine, un match important pour le maintien pour le RS10. Les premiers échanges à 17h, salle Eke. Voilà, ce journal des sports est à présent terminé. Très belle soirée sur Canal 32. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, retour de David Mutel.